Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va plonger dans l'ombre. Et quand je dis l'ombre, je ne parle pas d'une ruelle sombre, mais du cœur même de la chrétienté. Thomas, aujourd'hui tu nous emmènes au Vatican, mais pas sur la place Saint-Pierre avec les touristes. Non, Sarah, absolument pas. Oublie les selfies devant la basilique et les glaces à la pistache. Aujourd'hui, on descend. On va sous terre. On va parler de l'endroit qui est sans doute le plus fantasmé, le plus protégé et le plus opaque de la planète, après la zone 51. On parle de l'Archivium Secretum Apostolicum Vaticanum, les archives secrètes du Vatican. Rien que le nom, ça donne des frissons. Ça fait très d'un Vaticode, très film d'espionnage. Mais concrètement, de quoi on parle? C'est une bibliothèque? Un coffre-fort? C'est bien plus qu'une bibliothèque. Imagine un bunker, un véritable bunker climatisé, ultra sécurisé, qui serpente sous les cours des musées du Vatican. On parle de 85 km d'étagères. 85 km, Sarah. C'est la distance entre Paris et Chartres, mais remplie de parchemins, de registres, de bulles papales et de secrets accumulés depuis le 8e siècle. C'est vertigineux, mais comment on y entre? Je suppose qu'on ne frappe pas juste à la porte en demandant à voir les dossiers sur les Templiers. Ah, si seulement. L'accès est d'une complexité administrative cauchemardesque. Déjà, il faut être un chercheur accrédité, avec des lettres de recommandation d'instituts historiques reconnus. Et même là, tu n'as pas le droit de flâner. Tu ne peux pas te promener dans les rayons en te disant « Tiens, je vais lire ça ». Non, tu dois demander un document précis, avec une cote précise. Les archivistes vont le chercher pour toi, et tu le consultes dans une salle de lecture surveillée comme une prison de haute sécurité. Surveillé comment? Il y a des gardes armés? Il y a des gardes suisses à l'entrée du périmètre, oui. Mais à l'intérieur, c'est une surveillance technologique et protocolaire stricte. Par exemple, les stylos sont interdits. Interdiction totale d'entrer avec de l'encre. Tu n'as droit qu'au crayon à papier graphite. Pourquoi? Parce qu'une fuite d'encre pourrait détruire un document inestimable. Et interdiction absolue de photographier la plupart des documents. Tu es fouillé, scanné. L'atmosphère est particulière. Particulière dans quel sens? C'est une ambiance de poussière, d'encens rassis et de silence absolu. Il y a un contrôle de l'humidité et de la température qui est constant pour éviter que le papier ne se désagrège. C'est un lieu hors du temps. On appelle ça le tabularium pour certaines sections. Tu as l'impression que si tu parles trop fort, tu vas réveiller des fantômes. Et franchement, vu ce qu'il y a sur ces étagères, les fantômes sont nombreux. Justement, parlons du contenu, parce que 85 km de papier, ça ne peut pas être juste des factures de bougies et des relevés de compte de l'église. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment tangible, de prouvé là-dedans? C'est là que ça devient fascinant. L'histoire officielle, ce qui est catalogué et consultable, c'est déjà hallucinant. Prends par exemple la lettre de Marie Stuart. La reine d'Écosse, celle qui a été décapitée? Elle-même. Quelques semaines avant son exécution en 1587, elle écrit au pape Sixte V. C'est une lettre désespérée, écrite d'une main tremblante, où elle supplie l'Église de sauver son âme et clame son innocence face aux accusations d'Élisabeth Ier. Quand tu vois ce papier, tu vois la peur physique d'une femme qui sait qu'elle va mourir. C'est conservé là-bas. C'est incroyable d'avoir une trace aussi intime d'un moment historique majeur. Il y a d'autres exemples de ce genre? Oh, plein. Il y a le document qui a littéralement changé la face de l'Europe, la pétition de 80 lords anglaises envoyée au pape Clément VII en 1530. Il demandait l'annulation du mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon. C'est un parchemin immense, avec 80 sceaux de cire rouge qui pendent au bas du document. C'est visuellement impressionnant. Le pape a refusé, et boum, schisme anglican. L'Angleterre rompt avec Rome. Ce document, c'est l'acte de naissance d'une rupture religieuse qui dure encore aujourd'hui. Il est là, dans le noir, sous le Vatican. Et j'imagine qu'il y a des choses sur les scientifiques. L'Église n'a pas toujours été tendre avec eux. C'est un euphémisme. Il y a les minutes complètes du procès de Galilée. On a longtemps cru que l'Église cachait ces documents pour dissimuler la cruauté de l'Inquisition, mais ils s'en finit par être ouverts aux chercheurs. On peut lire mot pour mot la signature tremblante de Galilée quand il a dû abjurer, quand il a dû dire que la Terre ne tournait pas autour du Soleil pour sauver sa peau. C'est glaçant de réalisme. C'est l'histoire brute, sans filtre. D'accord, donc ça c'est la partie exposée, la partie que les historiens sérieux peuvent toucher du doigt. Mais Thomas, on ne peut pas faire un épisode sur les archives du Vatican sans parler de ce qui fâche, de ce qui est caché, les légendes urbaines. Ah, on y vient. La zone d'ombre. Parce que oui, Sarah, il y a des sections des archives qui ne sont pas ouvertes. Et c'est là que l'imagination collective s'emballe. Il y a cette théorie persistante sur le grand grimoire. Le Grand Grimoire, ça sonne comme un livre de Harry Potter? C'est beaucoup plus sombre. La légende dit que le Vatican possède le véritable grimoire de magie noire attribué au roi Salomon, qui permettrait d'invoquer des démons et de pactiser avec le diable. Certains complotistes affirment que les papes successifs ne gardent pas ce livre pour le protéger du monde, mais pour l'utiliser, pour maintenir leur pouvoir. Évidemment, aucun archiviste ne te confirmera jamais l'existence de ce truc, mais la rumeur est tenace depuis le Moyen-Âge. C'est terrifiant, mais il y a aussi des théories plus modernes, non? J'ai entendu parler de liens avec les extraterrestres.
Oui, c'est le grand classique. L'idée est que l'Église, étant une institution millénaire présente partout sur le globe, aurait été la première à récupérer des preuves de contact extraterrestre, ou même des artefacts, des crânes non humains trouvés dans des catacombes ou lors des conquêtes en Amérique du Sud. L'argument, c'est que l'Église cacherait tout ça pour ne pas effondrer le dogme chrétien. Si on n'est pas seul, si Dieu a créé d'autres êtres, toute la théologie s'écroule. Donc on met tout dans une boîte, on met la boîte au fond du bunker et on ferme à clé. C'est logique, dans un sens. Mais la légende qui m'a toujours le plus intriguée, et je sais que tu as creusé le sujet, c'est cette histoire de machine, le chronoviseur. Dis-moi que ce n'est pas juste de la science-fiction. Le chronoviseur, c'est mon histoire préférée. Accroche-toi bien. Dans les années 1950, un moine bénédictin, le père Pellegrino Ernetti, qui était aussi un physicien reconnu et un musicologue, aurait affirmé avoir travaillé sur un projet secret au Vatican. Il aurait collaboré avec des scientifiques de pointe, dont Enrico Fermi, le père de la bombe atomique, et peut-être même Werner von Braun. Attends, un moine et des physiciens nucléaires, pour construire quoi? Une machine capable de capter les ondes du passé. La théorie d'Ernetti était fascinante. Il disait que les ondes sonores et lumineuses ne disparaissent jamais vraiment. Elles s'atténuent, mais elles restent imprimées dans l'éther comme une trace énergétique. Avec les bons instruments, on pourrait les récupérer, les reconstituer et donc voir et entendre le passé, comme une télévision temporelle. Et il prétendait avoir vu quoi? C'est là que ça devient dingue. Il a affirmé avoir vu des discours de Cicéron à Rome, une tragédie perdue du poète Dieste et surtout la crucifixion de Jésus. Il prétendait avoir photographié le visage du Christ sur la croix. Mais c'est énorme! Où est cette machine? Où sont les photos? Eh bien, Ernetti a dit que la machine avait été démontée par le pape Pie XII et les cardinaux parce qu'elle était trop dangereuse. Imagine une seconde, Sarah. Si tu peux voir n'importe quel moment du passé, il n'y a plus de secret d'État, plus de vie privée, plus de mensonges possibles. C'est l'arme absolue. Le chronoviseur aurait donc été confisqué et ses plans seraient enfouis quelque part dans ces fameux 85 km de rayonnage. Ernetti est mort en 1994 sans jamais se rétracter. C'est... waouh! On a envie d'y croire. Mais pourquoi le Vatican garde-t-il un tel silence? Si tout ça est faux, pourquoi ne pas simplement ouvrir les portes et dire « Regardez, il n'y a rien, juste de vieux papiers ». C'est toute la question du pouvoir, Sarah. Déjà, il faut corriger une erreur de traduction fondamentale. En latin, le nom officiel était Archivium Secretum, mais Secretum, à l'époque, ça ne voulait pas dire secret au sens de caché, ça voulait dire privé. Ce sont les archives privées du pape, c'est sa propriété personnelle. Ah, donc on fantasme sur un mot qui veut juste dire « privé » ? En partie, oui, mais le silence est aussi une stratégie. L'Église catholique est une institution qui pense en siècles, pas en années. Elle sait que le savoir, c'est le pouvoir ultime. Garder une part d'ombre, ça maintient une autorité. Si tu révèles tout, tu deviens banal. Si tu gardes le mystère, tu restes sacré. Et puis, soyons honnêtes, il y a probablement des choses dans ces archives qui ne sont pas surnaturelles, mais qui sont politiquement explosives. Des complicités durant la Seconde Guerre mondiale, des scandales financiers, des histoires de mœurs. Donc le vrai secret, ce n'est peut-être pas une machine à voyager dans le temps ou des extraterrestres, mais simplement la preuve que l'Église est une institution humaine, avec ses erreurs et ses crimes ? Exactement. Parfois, la réalité d'un virement bancaire douteux en 1942 est plus dommageable pour l'Église qu'un prétendu grimoire magique. Le mystère sert d'écran de fumée. Tant qu'on cherche des aliens, on ne cherche pas les comptes en banque. Mais bon, qui sait? Peut-être que ce soir, dans le silence du sous-sol, un archiviste est en train de dépoussiérer les plans du chronoviseur. On va vous laisser sur cette image. Merci Thomas pour cette descente aux enfers, ou au paradis, selon le point de vue. Merci Sarah, et n'oubliez pas, la vérité est souvent sous une épaisse couche de poussière. À la prochaine pour un nouvel épisode. Restez curieux.